C'est sûr qu'on s'habitue jamais à 100% d'être devant une audience de personnes qui vous regardent et de parler devant eux. Mais c'est quelque chose sur lequel on peut travailler et je pense qu'il nous aide ensuite aussi dans notre travail au quotidien. Du coup, tu travailles en remote pour une boîte canadienne. C'est ça. C'est important en remote d'avoir ces moments-là aussi où on a l'impression d'appartenir à une équipe. C'est ça, avoir un projet de carrière, c'est se sentir soutenu dans son projet, avoir une étape d'après. Allez, c'est parti. C'est le 39e épisode. On est encore au Web Today. Je suis avec Amélie Benoît. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va bien ? Et ça va bien et toi ? T'as donné ta conférence ce matin ? Oui. C'était cool ? C'était très bien. On est en train d'enregistrer la saison 2 du podcast pour déterminer ce qui rend les devs heureux et heureuses au travail. Pensez à témoigner, pensez à participer à l'enquête. Et il ne vous reste plus qu'un épisode, vu que le 39e, après il y a le 40e et c'est fini, pour participer à l'enquête. Et après on pourra écrire le livre. Je te pose la question d'ouverture, Amélie. C'est quoi un ou une dev en 2022 ? Je pense que une ou un dev en 2022, c'est quelqu'un qui vient de n'importe quel horizon. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui sont en reconversion. Il y a des personnes qui viennent de l'école d'ingénieur, il y a des autodidactes. Donc en fait, peu importe le parcours, ça va être quelqu'un qui va être intéressé à résoudre des problèmes. Je pense que c'est la première chose qu'on fait au quotidien. Et qui va les résoudre, mais même pas forcément avec du code. Bon, évidemment, c'est un développeur qui sait coder derrière, mais qui va résoudre des problématiques de l'entreprise, des problématiques clients, qui va être à l'écoute, qui va challenger aussi des solutions potentielles. Et voilà, je pense que pour moi, ça serait ma définition de développeur aujourd'hui, c'est qui sait coder et qui sait trouver des solutions à des problèmes. Ok. Résoudre des problèmes. T'as mentionné les gens qui ont fait des reconversions ou qui sont autodidactes. C'est quoi ton parcours à toi ? J'ai fait un IUT, donc un bac+2. Et à la suite de quoi j'ai été acceptée en école d'ingénieur. Et donc j'ai finalement un diplôme d'ingénieur. Non, je ne suis pas en reconversion, mais j'ai tout autant de respect pour les gens qui sortent d'école d'ingénieur que pour les reconvertis parce que... C'était juste une transition. Hein. Oui, ok, c'est bon. C'est cool. C'est quoi ton parcours pro en quelques moments clés ? J'ai commencé finalement en France, à Mérignac, à Bordeaux, dans une boîte qui s'appelle AT Internet. Mérignac, c'est connu comme étant l'aéroport de Bordeaux. Exactement. C'est C'est clairement ça. Il y a aussi des entreprises finalement à Mérignac. Donc voilà, AT Internet qui fait du tracking. J'ai appris énormément de choses sur le web. Je connaissais déjà le web, mais là vraiment j'ai appris les frameworks. C'était vraiment le début des frameworks. J'ai commencé avec Angular, JS à l'époque, qui a bien vieilli depuis. Et finalement, j'ai appris énormément de choses. Donc je suis AT Internet pendant 2 ans. Ensuite, je suis allée chez Electra, qui est pareil, près de Bordeaux. Où j'ai travaillé avec du React notamment, c'est là où je me suis formée du coup sur la librairie que j'utilise même encore aujourd'hui et qui me permet de postuler à plein d'entreprises, de faire des conférences, d'apprendre encore tous les jours, etc. Et puis suite à quoi je suis allée au Canada pendant 2 ans. J'ai rejoint Ubisoft à Montréal. C'était via un forum à Paris qui s'appelle Les Journées Québec. J'ai eu cette opportunité de postuler du coup pour Ubisoft et d'être acceptée. Et j'ai passé 1 an et demi là-bas du coup à Ubisoft Montréal pour travailler du coup sur la partie mobile, donc la Companion App, on appelle ça, c'est vraiment l'application qui accompagne les joueurs. Et donc voilà, là c'était du React Native plus, mais bon, ça reste un framework lié à React. Est-ce que c'est un Companion App qui est pour tout Ubisoft ou pour un jeu en particulier ? C'est pour tout Ubisoft. Ok. Donc il y a les amis, en gros on a son compte joueur et puis on peut avoir des amis à qui on partage des informations, on peut aller chercher des rewards, on peut aller débloquer des nouveaux challenges, c'est lié à tous les jeux. C'est le Steam de Ubisoft quoi. Ouais, c'est un peu ça. Oui, sauf qu'on n'y achète pas encore des jeux, mais bon, bref. Mais c'est un peu la même idée, oui, effectivement. Ok, et maintenant, aujourd'hui, tu travailles pour BuzzBud ? Et aujourd'hui, je travaille chez BuzzBud, qui est une start-up canadienne. Je suis rentrée en France entre-temps, mais j'ai eu la chance de pouvoir continuer avec eux. Et t'as repris un poil l'accent en parlant, non ? Ouais, j'ai un peu les expressions, parfois, ça reste que... On me fait souvent remarquer, j'ai souvent des expressions et j'ai aussi des anglicismes, alors je m'excuse par avance pour tous les anglicismes qui risquent de sortir. Franchement, depuis qu'on parle, parce qu'on a fait la prépa avant, j'ai pas encore entendu d'idiome québécois. Je les repère, hein, t'inquiète. Ouais, je peux t'entendre des perches aussi, si tu veux. C'est bon. Ok. Du coup, tu travailles en remote pour une boîte canadienne. C'est ça. T'es salarié de la boîte canadienne, comment ça se passe ? Ou tu t'es incorporé ici ?
En fait, j'ai commencé avec eux là-bas, donc forcément j'étais sur un contrat canadien à l'époque, sauf que c'est interdit de bosser pour une boîte à l'étranger avec un contrat étranger en France. Donc finalement, on est parti sur une solution de portage salarial. Okay. En gros, je suis employée par une entreprise qui s'appelle Remote. Officiellement, c'est eux qui me font le contrat, c'est eux qui me font les fiches de paye. Et finalement, je suis comme sous-traitée à BuzzBud. Mais finalement, c'est hyper transparent et c'est comme si je travaillais avec BuzzBud. Pour moi, c'est transparent, je vois vraiment pas l'intermédiaire. En vrai, il y a plein de gens qui, même tu sais, quand on voit passer des offres pour des sociétés étrangères, on se demande comment ça marche la partie contractuelle. C'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Évidemment, du coup, pour toi, c'est. Et en plus, avant, tu avais un contrat directement chez eux quand tu étais là au Canada, donc effectivement, tu as un sentiment d'appartenance. Oui, complètement. Et je le garde complètement malgré le fait que j'ai cet intermédiaire aujourd'hui. Et du coup, est-ce que vous avez des moments collectifs? Tu vas retourner au Canada les voir à un moment ou pas? Oui, j'ai cette chance que... en fait, j'étais un peu la première à partir vraiment à l'étranger, en tout cas sur une zone où il y avait une différence de décalage horaire. Et donc, ça a été, je pense, un peu un test pour tous les deux, pour l'entreprise et pour moi. Finalement, ça s'est bien passé. Il y en a d'autres gens qui ont rejoint aussi entre-temps dans plusieurs endroits en Europe. Et moi, j'ai eu la chance aussi de retourner au Canada un petit peu après pour aller les voir. Mais j'avais cette chance de déjà les connaître, mais c'est sûr que c'était important pour moi de pouvoir les revoir de temps en temps. J'y suis allée l'an dernier, puis là, je risque d'y retourner probablement en septembre pour aller les voir. C'est quelque chose qu'ils cherchent à continuer à voir. Parce que les gens se rencontrent malgré tout, s'ils en ont envie, évidemment, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Mais ça permet aux gens de se connaître, de visualiser les personnes. On sait que quand on travaille en remote, on a vraiment... on n'a pas les mêmes sensations de discuter avec quelqu'un quand on le connaît uniquement via Slack que quand on connaît ses expressions et quand on connaît la personne, qu'on lui a parlé en vrai. Et on peut interpréter les choses différemment dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'était important pour nous de cette connexion à un moment, d'apprendre à connaître les gens aussi en visu, si on en a l'occasion, et de continuer à travailler comme ça. Pour créer du lien, quoi. Oui. Est-ce que tu te comportes différemment sur Slack après avoir rencontré les gens en vrai une fois? Non, mais je connais leur façon de parler. Peut-être une chose qu'ils vont dire d'une certaine façon qui peut paraître, par exemple, un peu sèche ou un peu directe. Je sais les intentions de la personne derrière et je sais comment interpréter sa phrase. Et du coup, ça peut lever des ambiguïtés, ça peut lever des choses... la façon de comprendre la personne à qui on parle sur Slack. Du coup, tu as des collègues un peu partout en Europe. Vous êtes combien chez BuzzBud? C'est quoi la taille de la structure en fait? C'est une start-up. On est au total entre 50 et 60 là au total. Ouais, c'est beaucoup en fait. Hein. Ouais, et puis on a recruté un peu. Là, on a 2 personnes au Portugal. On est 2 aujourd'hui en France. Et puis au Canada, du coup, il y a quasiment tout le reste. On a une personne au Costa Rica, on a une personne en Argentine, on avait 2 personnes au Brésil. Donc voilà, on est vraiment assez divers là sur et les time zones et du coup les cultures aussi. Et est-ce que du coup tu as le droit d'aller c'est une idée d'aller en vacances à Lisbonne pour rencontrer tes collègues portugais? Ouais, j'y travaille. C'est un projet. Lisbonne, c'est incroyable, t'es déjà allé? Non. Ouais, mais clairement, j'ai travaillé clairement. Ils ont le même pont qu'à New York. C'est un running gag dans plusieurs podcasts, on en parle du pont de Lisbonne. C'est vrai, ok. Bon. Mais je le saurai. Je t'en dirai plus. Franchement, les ponts, c'est cool. Et vraiment, c'est le même. C'est pas à New York, c'est le même pont qu'à San Francisco, le Golden Gate. Ouais, okay. Ils ont vraiment le même, parce que c'est une boîte qui fait ce pont-là, elle en a fait plusieurs. Ah ouais, d'accord. Une boîte à pont. Lisbonne, c'est sûr, c'est moins loin. Hein. Et puis le pont est moins cher aussi. J'en sais rien. À quoi ça ressemble ton quotidien aujourd'hui? C'est quoi ton rôle chez BuzzBud? Aujourd'hui, je suis senior développeur chez BuzzBud. Okay. Et mon quotidien, c'est le quotidien de n'importe quel développeur avec une time zone différence en plus. C'est-à-dire que je vais me lever le matin et je vais avoir mes collègues qui sont en France. Donc, je disais que j'avais que deux collègues en France, enfin un collègue en France et 2 au Portugal, ce qui est à moitié vrai parce qu'en fait, finalement, avec le remote, ça a aussi permis aux gens de pouvoir voyager plus. Et il y a beaucoup de Français à Montréal, bien évidemment, qui reviennent souvent en France aussi pour... voir leur famille pendant plusieurs mois, c'est possible. Et donc, finalement, j'ai pas mal de collègues qui sont en France et avec qui je travaille le matin. Mais auparavant, c'est vrai que du coup, je me levais le matin, j'étais un peu seule face à moi-même parce qu'au final, personne n'était réveillé à Montréal avec la time zone différence. Et puis, en fait, ça choque un peu les gens quand je dis ça, mais j'adorais mon rythme et j'adore toujours mon rythme de travail, sachant que le matin, du coup, c'est vraiment un moment où j'ai cette zone, ma bulle, en fait, cette zone où j'ai pas de meeting, où je vais pas avoir d'interruption, où je vais pouvoir travailler, me concentrer, je vais pouvoir relire des choses que j'avais pas vues, catch-up des meetings que j'avais ratés. Voilà, c'est vraiment ma bulle de concentration et pour avancer sur le reste de ma journée. Puis après, en général, l'après-midi, du coup, tout le monde était au travail. Du coup, c'est le matin à Montréal. Et c'est là où j'ai en général tous mes meetings, mes synchronisations avec les autres personnes, etc. En fait, tu pratiques le Miracle Morning, mais en te levant à 9h, quoi.
Je sais pas, c'est le Miracle Morning. En fait, c'est les gens qui se lèvent à 4h du matin pour avoir cette fenêtre de 4h où personne n'est levé, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Mais du coup, je me lève à 9h, du coup, c'est assez pratique. Mais oui, c'est vraiment ça, ouais. Ouais, je comprends. Moi, j'adore me lever le matin trop tôt. Puis, ouais, effectivement, t'as pas eu le temps d'être distrait. Oui. Est-ce que c'est pas. Moi, j'ai ça, c'est qu'une fois, j'ai parlé à quelqu'un, mon empathie elle m'empêche de me concentrer sur mon travail. J'ai trop envie d'aider les autres, tu sais. Oui, bah, c'est sûr que maintenant que j'ai des collègues français, je ressens plus. Ben voilà, on discute, on fait un peu de discussion du matin, comment ça s'est passé ta journée, machin. Et c'est sûr que c'est plus la même chose. J'ai plus cette zone de concentration. Ouais. Mais bon, bah, des fois, je la prends quand même. Je me connecte pas forcément. En fait, on a un outil qui nous permet d'être connecté aussi dans notre équipe pour discuter et puis avoir des petites conversations tout le temps. Et puis, comme on a des personnes qui onboard aussi, ça leur permet voilà, d'être connectés tout le temps, de poser des questions s'ils en ont besoin. Et voilà, si j'ai vraiment le sens que je veux être dans ma bulle, je m'y connecte pas tout le temps. C'est quoi les outils? Bon, on a Slack évidemment, mais l'outil qu'on utilise pour être vraiment connecté tout le temps, ça s'appelle Around. Et en gros, c'est comme un Meet en fait, c'est un outil de meeting. Et l'avantage que ça a, c'est que c'est pas du tout intrusif, c'est que on l'active nous en général toute la journée. Pour ceux qui veulent être là, bien évidemment, il y a rien d'obligatoire. Et en gros, on a une petite fenêtre flottante qu'on peut resize sur notre écran. Et en gros, les personnes sont représentées par des bulles. Et voilà, donc en fait, je mets ça dans un coin de mon écran et je laisse actif. Et comme ça, si jamais une personne qui est dans le Meet Around a une question, juste il se manifeste, il dit « Hey les gars, j'ai un souci ici ». Ouais, comme on le ferait sur un open space, quoi. Exactement, ouais, c'est le même principe. C'est trop bien. Je connaissais pas. Ouais, c'est vraiment un super outil. Il y a même des jeux. Parfois, on se permet de prendre une heure de notre temps de travail pour avoir un peu de team building. C'est important en remote d'avoir ces moments-là aussi où on a l'impression d'appartenir à une équipe, de jouer avec les gens, d'apprendre à les connaître et puis voilà, d'être là pour eux s'ils en ont besoin aussi. Est-ce que les boîtes américaines et canadiennes ne rémunèrent pas de la même façon? Est-ce qu'il y a des particularités dans la rémunération chez BuzzBud? C'est des variables ou des stock options, des choses comme ça? J'ai pas retrouvé de particularité. C'est une start-up, donc on a des stock options. Ouais. Mais à part ça, il n'y a pas de part variable, c'est vraiment du fixe. Ouais, classique. Ok. Comment on devient senior développeur? C'est quoi la différence entre développeur et senior développeur? Senior développeur va avoir plus un rôle c'est pas du lead non plus, mais il va encadrer les personnes. C'est quelqu'un qui a un peu plus de seniorité en général, technique, mais aussi souvent sur le projet. Et ça permet d'avoir quelqu'un qui connaît le projet, qui peut onboarder les gens, qui peut les aider sur des problématiques qu'ils vont avoir, parce que justement, il a tout ce recul sur la technologie ou sur le projet qui permet aux gens de les aider. C'est une personne aussi qui peut être référente sur certains sujets également en fonction de son expertise. Ok. C'est bon, on les a pas empêchés d'enregistrer. Apparemment. Ou alors elles sont en train de bricoler en attendant, je ne sais pas. Ils nous écoutent et ils commentent. J'espère qu'on les a pas trop embêtés. Ouais, pour qu'ils nous écoutent, il faudrait qu'ils nous entendent les micros là. Ok, c'est cool. On a déjà tapé déjà la moitié du fil rouge. On va super vite. Ok, ouais. Qu'est-ce qui a changé dans la tech depuis que tu as commencé? Je suis développeuse front-end, alors la réponse évidente, ça va être les frameworks. C'est vrai, hein? Oui, ça évolue de façon folle et ça n'a rien à voir avec quand j'avais commencé. Effectivement, quand j'ai commencé, je me souviens que mon premier stage, c'était du Joomla avec du Vanilla JS, Vanilla CSS. Enfin, c'était terrible. Et en fait, rien qu'avec AngularJS, ça avait été une révolution énorme. Et aujourd'hui, on a React qui ne cesse d'évoluer. On a d'autres frameworks qui arrivent. Il y a Vue, il y a Svelte. Il y en a énormément. Enfin, l'écosystème est en constante évolution et à la fois, c'est passionnant. À la fois, on apprend plein de choses parce que quand un nouvel outil arrive, on essaie de chercher quelle problématique il cherche à résoudre. Du coup, comment il fonctionne aussi derrière. Puis, du coup, on va comprendre un peu la façon dont fonctionnent d'autres mécanismes, browser ou peu importe. Donc, ça peut aller très loin. Et en même temps, c'est un peu terrifiant parce qu'il faut vraiment se tenir à jour tout le temps et ça demande vraiment une veille constante. Et ouais, je pense que aujourd'hui, on n'est pas les mêmes développeurs qu'avant. Même on le voit, hein, les personnes qui cherchent à rejoindre des boîtes, notamment en reconversion, on voit souvent qu'ils cherchent à apprendre plus un framework que vraiment les bases du JavaScript, par exemple, typiquement pour du front-end. Et on voit qu'en fait, juste l'écosystème a tellement évolué que d'apprendre quelque chose en simplement quelques mois ou quelques semaines, ça devient vraiment compliqué. Donc, c'est
ça a évolué, ça s'est étoffé, ça s'est complexifié très clairement. On fait pas les mêmes sites aujourd'hui que ce qu'on faisait avant, quoi. Les frameworks, ils sont pas censés faire une partie du travail pour nous, tu vois. C'est pas censé être plus facile de coder avec un framework. Si, mais c'est important de savoir ce qui se passe derrière aussi. Ouais. Quand on utilise du React, on fait du JavaScript, on fait du TypeScript, on fait du Ouais. ReasonML pour les plus les plus fous. Mais non, c'est oui, bien sûr que ça simplifie la vie, mais c'est important de savoir ce qu'on fait vraiment derrière, parce qu'il y aura toujours des problématiques où on va vouloir aller faire des règles business, on va vouloir filtrer de la donnée, on va vouloir faire des choses qui est important de savoir faire de toute façon sur des langages basiques. Au-delà des frameworks, c'est quand même du langage qu'il y a derrière, quoi. Le framework va nous simplifier la vie, en tout cas en JavaScript, sur la partie UI, sur la partie création de composants, sur la partie architecture, mais derrière, sur la partie de données, typiquement sur les états de l'application, là, c'est clairement du JavaScript, du TypeScript, ou peu importe le langage, mais c'est vraiment la base là, qu'il faut apprendre, et on peut pas passer juste à apprendre la lib sans apprendre ce qu'il y a vraiment derrière et le langage. Et du coup, j'ai l'impression que tu essaies d'avoir une culture sur l'ensemble des langages du framework, enfin l'ensemble des frameworks, parce que tu as fait AngularJS et ensuite React. Et t'as pas rebranché sur Angular pour les versions 7, 12 Non. Parce que React, c'est vraiment mieux, ou c'est juste le hasard de la vie? Je pense qu'il y a beaucoup de hasard de la vie. Je pense que les nouvelles versions de React sont très bien. J'avoue que AngularJS, maintenant, je n'y retournerai probablement pas. Ah, surtout la version JS, quoi. Ouais, c'est ça. La version JS, au début, elle était géniale. Honnêtement, elle était incroyable. Et puis, non, une fois qu'on a touché à React, après AngularJS, c'est difficile de revenir en arrière. Ouais. Puis, c'est surtout qu'en fait, j'ai eu beaucoup d'opportunités en React. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'en Angular. Et donc, voilà, par définition, j'ai continué à me spécialiser dans cette librairie-là. React Native, et puis après, il y a d'autres langages. Là, je parlais de JavaScript, TypeScript et ReasonML. Typiquement, c'est pareil, il y a des choses à faire dans les trois. Alors, comment tu fais le CSS? Est-ce que tu utilises du JSS, du CSS module? Aujourd'hui, on utilise du JSS. Ouais. Mais c'est pareil, comme tu dis, en fait, il y a même des frameworks CSS aujourd'hui. Il y a Tailwind, on ne s'en sort pas. Il y a des frameworks partout, des librairies. Et oui, c'est vrai qu'on fait plus MUI, on fait Tailwind avec MUI ou des choses comme ça. Ouais, je t'avoue que je me suis pas intéressée beaucoup plus que ça à Tailwind, mais oui, il y a des frameworks à tous les niveaux, quoi. Est-ce que c'est important de faire des fronts fortement animés? Est-ce que tu vois pourquoi je pose la question ou pas? Non. Il y a vraiment il y a une conférence de Cyril Mottier dans une conférence sur le sujet, de faire des fois, quand tu travailles dans une équipe, genre le PO, il veut les features, il veut pas les animations, tu vois. Et en fait, il défend l'idée qu'il faut prendre le temps de faire des trucs un peu waouh pour que l'utilisateur il ait une grosse valeur perçue du logiciel, tu vois. Et dans un autre sens, il y a des gens qui vont argumenter en disant que non, en fait, il faut faire des choses accessibles, de l'éco-conception. Et donc, en fait, le web accessible, c'est pas non plus le web avec des trucs méga lourds, etc. C'est pour ça qu'il y a un peu deux églises, mais c'est vraiment un sujet qui est relativement émergent. Je voulais savoir si tu avais une sensibilité sur le sujet. Non. Non. Non, j'ai pas encore rencontré ce problème. En fait, de mon expérience, j'ai toujours eu beaucoup de liberté sur la façon dont j'ai développé. Si j'estimais, moi, que c'était important de faire des animations ou de faire du... En général, tu parles d'animation, mais ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on nous laisse le moins de temps de faire, en général, c'est plus soit de la QA, parce qu'on n'a pas d'équipe de testing, donc clairement, en étant si peu dans l'entreprise, soit c'est sûr qu'on en fait, mais on n'en fait pas assez par rapport à ce qu'on devrait. Et surtout sur la qualité, tu sais, les tests, etc. Donc, je pense que ça revient un peu au même stade où ce qui est important, c'est la feature qu'on ship, et le reste, c'est presque secondaire. Et c'est vrai que en général, les développeurs aussi, en tout cas pour certains et pour moi, c'est important de prendre le temps aussi de faire ce genre de feature, d'animation, de QA ou de test, ou de bonus sur la feature en plus qui nous paraissent importantes, et de prendre ce temps-là de le faire nous, malgré le fait que derrière, peut-être que le PO a prévu d'autres stories derrière et d'autres features. Et voilà, c'est aussi notre responsabilité en tant que développeur, je pense, de shipper quelque chose qui est important à maintenir, à écrire, et qui puisse plaire à l'utilisateur aussi derrière. Quand tu dis aussi que le métier il a changé, j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, être développeur front, faut en même temps que tu saches animer des divs et du CSS, puis en même temps, il faut que tu saches faire fonctionner le Webpack et que la CI/CD elle tourne. C'est un grand écart en termes de compétences. Toi, tu y arrives, ou quelle est ta zone de confort, tu vois?
Non, faut se décomplexer par rapport à ça, je pense aussi. Il y a beaucoup de choses à savoir et c'est pas grave si on n'est pas expert partout. Enfin, typiquement, je sais que je suis très bonne enfin, très bonne. À mon niveau, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus experts, mais je suis très forte en React, en CSS, en JavaScript, en TypeScript. À côté de ça, Webpack, je sais que j'ai des difficultés avec, c'est difficile. C'est pas grave, tu pourras attendre la prochaine version pour apprendre. Oui, bah, ça ou un autre builder là de toute façon, mais non, je pense que ouais vraiment. Enfin, il y a beaucoup de choses à savoir sur l'écosystème front et c'est rigolo à chaque fois que j'ai déjà onboardé des collègues back-end qui sont allés sur du front-end justement et c'était difficile pour eux. Ils arrivaient et puis ils voyaient toute cette masse de code. Ils voyaient Redux à l'époque, ils voyaient React, ils voyaient le CSS, ils voyaient Webpack, ils voyaient. Mais en plus, c'est sûr que nous, on fait un site web qui a besoin d'être bien référencé, donc on a toute une problématique de SEO derrière, avec des optimisations hyper complexes, et ça les rendait fous de voir autant de complexité. Et moi, je suis allée voir du back-end aussi, parce qu'on avait fait c'était un peu le vie ma vie, là, on a échangé un peu nos compétences, c'était sympa. Et du coup, ça me paraissait super simple à côté les problématiques côté back. C'est juste des crud. Non, en plus, c'était super clean. Tes problématiques à toi avaient l'air plus simples que celles des back-end ou l'inverse? Non, l'inverse. La façon dont eux implémentaient leur back-end me paraissait vachement simple. C'était très carré, en fait. J'avoue qu'ils avaient une excellente architecture orientée DDD, archi-hexagonale, etc. Donc, c'était simple de rentrer dedans quand on m'expliquait, etc. Alors que eux, quand ils voulaient onboarder sur du front, il y avait énormément de problématiques sur des compatibilités, sur le builder, sur la SEO, sur beaucoup de choses à prendre en compte là-dedans. Et c'est sûr que c'était un peu surmené là, quand ils arrivaient sur du front-end au début. Vous faites comment le server-side rendering? C'est du Nest? Non, on fait un truc maison. En fait, notre server-side rendering est très simple. Et tu fais React Render DOM. Ouais, c'est un peu ça. On rend un DOM, on le hydrate ou pas. D'ailleurs, en fonction sur des landing pages, typiquement, on va pas vouloir le hydrate parce qu'on veut quelque chose de vanilla pour que ce soit le plus léger possible. Et donc finalement, c'est du server-side rendering, mais même pas hydrate. C'est vraiment pur et dur, quoi. Sur d'autres pages, effectivement, on va le faire. Mais c'est tout un framework maison. On a toute une partie aussi d'optimisation pour afficher le haut de la page en premier avec des chunks, de façon à avoir les métriques les plus performantes possibles. Core Web Vitals. C'est ça, les fameuses. Non, en vrai, on connaît aussi, on a un site web aussi en React et en fait, on a aussi le sujet que on avait un site web en React avant que les frameworks avant que les frameworks serveurs arrivent en fait. Du coup, on fait un React Render aussi dans notre Express. Oui. Et le truc magique, c'est que si t'as pas hydraté correctement côté serveur, ça explose quand ça arrive côté front en fait. Genre surtout avec JSS, tu vois, s'il n'y a pas les mêmes conteneurs, il fait le toc. Oui, non, on a eu plein de belles surprises, c'était vraiment chouette. Ouais, en fait, tous les 6 mois, je la faisais sûr, on voulait pas tout recoder et tout. Puis à chaque fois, on fait. Et alors, Redux, on en est débarrassé maintenant ou pas? Redux, ouais. Redux, Redux. Pardon, c'est encore autre chose, Redux. T'as cru que je parlais anglais? Non, mais Redux, c'est du JavaScript et du coup. Oui, je comprends MapRedux. Le Redux de MapRedux. Ouais, c'est ça, j'ai compris la confusion. Pardon, vraiment navré. Non, bien sûr qu'on n'en est pas débarrassé et on va vivre avec encore longtemps. Parce que, ouais, j'ai l'impression. Parce que quand les hooks sont arrivés, on s'est dit, c'est fini Redux, mais en fait, il est déjà là, donc. Non, mais en fait, ça n'a rien à voir. Les hooks ont juste remplacé, si je puis m'exprimer ainsi, le cycle de vie des composants dans React, finalement, et n'a résolu aucune autre problématique liée à la gestion du state. Donc non, Redux aujourd'hui, de toute façon, Redux existe dans la plupart de nos applications legacy qu'on doit maintenir, donc on n'en est pas débarrassé. Mais il y a cette version de Redux Toolkit qui nous permet de rajouter un peu de sucre syntaxique par-dessus Redux, qui nous permet un peu de simplifier cette gestion-là et d'avoir quelque chose de plus récent et plus maintenable, je dirais. Mais non, Redux, clairement, on n'en est pas débarrassé. Mais il y a plein d'alternatives aujourd'hui qui existent sur un projet qu'on voudrait faire, un nouveau projet, qui sont hyper intéressantes à découvrir. Tu m'as dit que tu voulais qu'on parle de la diversité et que les entreprises canadiennes étaient différentes. C'est vrai que quand on va au Canada, il y a un effet un peu waouh. Surtout à Montréal, les gens vivent ensemble de manière qu'on ne voit pas en Europe. Quel impact ça a sur l'entreprise? Enfin, c'est quoi ton expérience, ton ressenti? En fait, dans mon entreprise, comme j'expliquais avant, c'est qu'on a des gens de plein d'horizons
et pas seulement en remote. Quand j'étais même quand j'étais dans l'entreprise en office, on avait quand même. Bon, j'ai fait 3 mois en office avant la Covid, hein, mais ça m'a permis quand même d'avoir un aperçu de ce que c'était cette culture. Ouais. Et voilà, on avait des gens qui venaient de Corée, il y en avait qui avaient passé beaucoup de temps au Japon, et puis on avait beaucoup bien sûr de Québécois et de Français évidemment, comme partout à Montréal. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, son expérience, sa petite touche culturelle au produit, peut apporter des choses sur, pas seulement les traductions, bien évidemment, mais aussi sur la façon dont le produit va être perçu. Typiquement, on a une collègue qui nous a fait une présentation sur la façon... nous, on vend des billets de bus, hein, clairement. Donc, voilà, elle nous a fait une présentation des sites sur lesquels elle a acheté des billets de bus quand elle est allée au Japon pendant 1 an, et clairement qui n'ont rien à voir avec ce que nous, on fait comme produit. Et donc, en fait, c'est hyper intéressant de voir qu'on essaye d'avoir un produit qui est relativement générique, qui plaît à beaucoup de monde et sur lesquels les gens se sentent à l'aise d'acheter, et en même temps d'avoir des diversités culturelles comme ça qui font que on est obligé d'avoir aussi des spécificités dans notre produit à implémenter derrière. Ouais. Typiquement aussi, on a une antenne en Turquie. Et pour cette antenne-là, typiquement aussi, on a implémenté des features spécifiques que quand on va aller sélectionner un bus, il faut absolument aller sélectionner du coup le genre de la personne qui va s'asseoir à tel siège, parce que n'importe quelle femme ne peut pas s'asseoir à côté de n'importe quel homme. Donc voilà, plein de choses comme ça où c'est juste passionnant à apprendre et à partager. Et puis justement, on en discute tous ensemble et ça nous permet d'apprendre chacun les uns des autres. En même temps, ça nous permet d'avoir une diversité où naturellement ça devient bienveillant. Enfin, je sais que j'ai eu des expériences où on faisait des blagues un peu limite sur certaines cultures, et c'est clairement quelque chose qui est complètement inconcevable globalement au Canada et à Montréal, mais certainement pas dans cette entreprise, et ça fait du bien, cette bienveillance aussi là. Pourtant, Ubisoft Montréal n'a pas bonne réputation. Hein. Non, j'ai pas eu de soucis à Ubisoft Montréal, et de toute façon, je ne vais shamer aucune entreprise ici. Mais effectivement, il y a eu des petits scandales à Ubisoft Montréal. J'ai pas eu de problème personnellement, mais c'est ressorti, ouais. Ok. Et cette année, du coup, on t'a vu à plusieurs conférences, notamment du coup Web Today. Et tu donnais déjà des conférences avant le Covid, c'est ça ? Oui. Ça, tu m'as dit, ça te paraît normal maintenant de proposer des CFP, etc. Et c'était quoi tes premières conférences ? Comment ça s'est passé, tes premières soumissions de CFP, etc. Faut savoir que du coup, mes premières conférences, j'y ai assisté en tant que participante. Je pense que ma première, c'était soit BDX.io, soit Devox. Donc je dis pas qu'il y a des conférences nulles, mais c'était déjà des très bonnes conférences. BDX.io, en plus, on a une bouteille de vin quand on est speaker. Et oui, d'ailleurs, venez au BDX.io, ça va être génial cette année. Ça revient ? Trop oui. bien. Je veux être sponsor, il faut qu'il me contacte. Eh bien, très bien. On en parle juste ensuite, alors, si tu veux. C'est vrai. Et donc, non, c'est vrai que quand j'ai assisté à mes conférences, c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes, on voit les speakers parler et on se dit « Waouh, c'est incroyable, ces gens qui parlent, ils ont l'air tellement forts en plus. » Et moi, je suis toute petite à les regarder. Enfin, t'as vraiment un sentiment où ils sont sur une estrade, c'est littéralement. L'effet de halo, ouais. Ouais. J'ai rencontré une personne ici et je l'avais jamais vue en vrai. Et quand je l'ai vue en vrai, je lui ai dit « Ah, mais en fait, je te pensais plus grande. » Et c'est parce que... Oui. Mais parce que t'as une forte considération de la personne, tu sais. Et comme tu l'as pas vue en physique, t'as l'impression qu'elle est plus grande. Oui, c'est vrai, il y a ce truc-là où les personnes que tu considères, tu les vois grandes, ouais. C'est le biais de halo. Ouais, ok. Mais du coup, il y a ça avec les speakers, effectivement, ouais. Oui, clairement. Après, oui, c'est ça. Et donc, mais clairement, c'était des gens inspirants. C'était des gens, en plus... voilà. Pour moi, ça m'a vraiment inspiré de les voir et ça m'a vraiment donné envie. En même temps, ça m'a terrifié à l'idée de me dire est-ce que ça pourrait être moi un jour. Et l'année suivante, en fait, ça n'a pas pris tellement longtemps. J'aime bien me faire un peu violence et me challenger. Et l'année suivante, on a réfléchi à un sujet avec plusieurs personnes que ça intéressait, à des sujets qu'on pouvait proposer du coup pour aller speaker. Et j'ai proposé du coup ma première conférence. Je pense que c'était à Devox, ma première conférence en tant que speaker. Et c'était terrifiant. Non, c'est pas du tout ça. C'était à Tour Tac d'ailleurs, qui est une excellente conférence à La Rochelle. Ouais, t'as dit à La Rochelle. Non, là, c'est pas à Tour Tac, c'était à... C'est à Tours. La Rochelle, c'est le Jug Summer Camp. Jug Summer Camp, pardon. C'était au Jug en plus. Le Jug Summer Camp, c'est vraiment chouette. Oui, Touraine est chouette aussi et Jug est vraiment génial aussi. Ouais, non, mais en vrai, il n'y a pas de conférence auquel j'ai participé qui était mauvaise de toute façon. Mais voilà, Jug, c'était vraiment ma première... Pardon pour l'amalgame avant. C'était vraiment ma première conférence auquel j'ai participé en tant que speaker. En plus, le Jug Summer Camp, c'est en début de saison. Oui, c'est en septembre. Et ce qu'il y a de chouette, c'est que les speakers font souvent leurs conférences pour leur première fois là-bas.
Ouais, il laisse la chance à beaucoup de personnes. Ouais. Et en même temps, c'est à taille humaine. Je trouve que c'est pas énorme comme conférence et c'est vraiment un excellent moyen d'avoir un premier avis, premier jet, première tentative. Il y a quasiment que Serly en sponsor, c'est eux les organisateurs et Ouais, c'est sponsors. Oui. Et puis il fait beau et il fait frais, on est en plein air, on est à la mer. Ouais. Bon, toi, t'es bordelaise, donc c'est normal. Oui, mais bon, ça fait quand même plaisir de visiter d'autres villes près de la mer, c'est sympa. Puis en plus, il y a les îles à côté. Ouais. La Rochelle, c'est joli. Il y a l'aquarium. Non, c'est un super endroit. Le jog est vraiment hyper sympa pour les personnes qui veulent commencer. Ok, Jug Summer Camp, bon endroit pour soumettre sa conférence pour la première fois. Clairement. Ok, cool. Et pas trop impressionnant, bon enfant, très, très bien. Ouais. Et ok, puis, voilà. ça c'est un conseil pour soumettre des conférences si on veut démarrer, soumettre sa conférence au Jug. Ouais, après, ça dépend de son niveau de confiance aussi. C'est sûr que. Après, je l'ai fait en binôme. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de commencer si jamais ça vous intéresse d'être speaker. Les personnes qui vont écouter potentiellement. C'est déjà estimer son niveau de confiance. Si vous êtes rassuré de le faire à deux, n'hésitez pas. Nous, on était 2 personnes pour la première conférence à la faire. Et c'est sûr que c'est plus rassurant d'être avec quelqu'un que d'être tout seul. Faire un sujet qui nous parle, qu'on connaît aussi, pas se lancer sur un truc trop neuf non plus pour une première conférence éventuellement, je pense que ça peut être rassurant. Et puis voilà, de la même façon, nous on a commencé avec du coup le Jug Summer Camp, mais il y a plein d'alternatives aujourd'hui qui existent. On peut aller faire des meet-up aujourd'hui, ça a repris en plus, c'est super chouette pour présenter son sujet en plus petit comité. Il y a des BBL qu'on peut faire, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se rassurer, se décomplexer, commencer à présenter son sujet si jamais on n'est pas confiant de le faire en conférence tout de suite. Et je pense qu'en fait, faut se faire un peu violence à un moment si on veut y aller. Si c'est quelque chose qui nous intéresse, il faut absolument pas se restreindre juste par peur de parler à des gens parce que c'est quelque chose qui devient naturel. Enfin, c'est sûr qu'on s'habitue jamais à 100% d'être devant une audience de personnes qui vous regardent et de parler devant eux, mais c'est quelque chose sur lequel on peut travailler et je pense qu'il nous aide ensuite aussi dans notre travail au quotidien. Les BBL, c'est les Brown Mag Lunch. Oui. C'est quand on va le midi dans une entreprise donner la conférence, ouais. Oui, c'est ça. Alors, en fait, si je retiens tes conseils en dehors de la version applicable, l'important c'est de trouver une façon qui nous rassure, quoi. Pour le premier, je pense que c'est important de se rassurer avec une façon ou d'une autre. Ça peut aider. Ok. Est-ce que tu as la sensation que quand on est participant, on reçoit beaucoup de contenu de la part des orateurs et des oratrices et que c'est une façon aussi de partager, de monter sur la scène et de partager ce que tu as appris? Oui, clairement. Évidemment, on fait ça pour partager notre passion, pour partager des découvertes, pour partager des choses avec l'audience sur... ça pourrait être sur des sujets complètement divers. Le premier qu'on avait fait, c'était sur du soft skill. Et partager des choses qui nous passionnent tout simplement, oui. Ok. Est-ce que, on peut commencer avec un sujet qui nous passionne, ouais. Ok, cool. Est-ce que tu as des conseils pour bien soumettre les CFP? Je dirais que je vais donner un peu les conseils qui sont ressortis sur des articles après que j'ai lus, donc c'est pas forcément mes conseils, mais ceux qui t'ont parlé à toi. Ouais, ceux qui m'ont parlé, typiquement d'avoir un sujet clair sur le CFP, les personnes qui vont vous lire, donc quelques minutes pour lire le sujet et se faire une bonne idée de ce que va être votre talk. Donc d'avoir un titre clair et une description claire, c'est hyper important. C'est sympa de faire des jeux de mots, j'avoue que j'en fais hyper souvent. Mais React dans tous ses états. Ouais, voilà. J'avoue que j'en fais hyper souvent, mais c'est généralement pas trop conseillé dans le sens où ça peut être ambigu ou justement ça peut être moins clair qu'un titre très formel du coup. Donc mettre ça en balance par rapport à tout ça. Une description bien sûr claire, ne pas faire quelque chose comme et je vais faire ce sujet, j'ai vaguement une idée, ça va ressembler à peu près à ça. Les personnes qui vont sélectionner votre sujet vous font confiance ensuite pour le présenter et être quelqu'un de sûr sur votre sujet. Et donc, ils ont besoin aussi d'avoir un minimum de certitude par rapport à ça. Donc, les rassurer, eux, à travers votre sujet sur le CFP, c'est aussi... c'est un peu la même démarche qu'on fait quand on postule à une entreprise, en fait. Finalement, on montre un peu ce qu'on veut faire et en même temps, on essaye d'être un peu attirant sur le contenu. Et puis voilà, d'être clair. Et moi, je pense que c'est pas mal ça. Puis aussi, ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir, comme je le disais avant, si on a déjà présenté le sujet dans d'autres meet-up, dans d'autres conférences, ça aide aussi énormément à rassurer aussi les personnes qui vont lire le contenu ensuite pour se dire que c'est déjà un sujet qui a été préparé, qui a déjà été présenté. Et en général, ça marche plutôt bien. Est-ce que si je dois en extraire un morceau, ce qui m'a un peu étonné, ou je l'avais jamais entendu, c'est
Parce que c'est vrai que des fois, on entend dire, ouais, n'hésitez pas à juste parler de ce que vous avez à en faire, mais envie de faire, toi, tu dis, il faut montrer la confiance en soi, quoi. Je pense que Il faut être sûr, quoi. je me mets à la place des personnes qui vont sélectionner le sujet. Ils ont potentiellement des centaines de sujets qui sont arrivés. Ils doivent en sélectionner peut-être 20, 30, 50, j'en sais rien. Ça dépend de la taille de la conférence. Mais c'est sûr qu'un sujet clair qui sait à peu près où il va, même si c'est pas à 100% clair, mais pas un truc trop flou non plus, parce que au final, un truc flou, c'est difficile d'accorder sa confiance à un sujet où on ne sait pas où la personne va aller, on ne sait pas exactement ce qu'elle va présenter. Et je pense qu'un sujet du coup clair a plus de chances de remporter du coup un CFP qu'un sujet qui ne l'est pas. Ok. Bon, c'est l'heure de la recette. Quel est ton ingrédient quel est l'ingrédient indispensable de Amélie Benoît pour être heureux ou heureuse dans l'IT? Moi, la première chose qui me porte au quotidien, c'est clairement la passion. C'est sûr que si j'ai pas la passion, je me lèverai pas le matin pour aller travailler toute seule devant mon ordi, sachant, voilà, encore une fois, je suis en remote et il y a personne à qui je parle physiquement tous les jours, donc clairement la passion de mon travail. Ok, alors on va faire un gâteau. Ouais. C'est un gâteau à la passion. Ouais, allez. Ok, gâteau à la passion. Qu'est-ce qu'on doit mettre comme ingrédient pour faire ce gâteau? Dans la vraie vie, j'y dirais du rhum. Ok, le rhum, c'est quoi dans l'IT? Rhum égale. Le rhum, c'est ce qui va donner un peu le goût au gâteau. Et du coup, je dirais que ça va être l'équipe au quotidien. On travaille au quotidien avec des gens, avec notre PO, avec nos collègues. Et je pense que voilà, d'avoir une bonne équipe avec qui on s'entend bien, c'est essentiel pour pouvoir bien le vivre. Et je pense que dans mon cas, c'est important pour moi que l'équipe soit aujourd'hui, avec mon expérience et ce que je vis, que l'équipe soit bienveillante et qu'il y ait cette diversité aujourd'hui aussi. Ok. Même quand on cuisine, c'est difficile d'avoir un bon rhum. Du coup, avoir une bonne équipe. Est-ce que tu fais un effort pour avoir une bonne équipe? Est-ce qu'il y a des méthodologies, des conseils pour avoir un bon rapport avec son équipe? Oui, c'est sûr que c'est sûr qu'on peut pas toujours s'entendre avec tout le monde. Par contre, on peut faire en sorte d'avoir des relations, des bonnes relations avec tous les gens de son équipe. Voilà, je parlais tout à l'heure, ça passe notamment par des discussions avec les gens, ça parle du week-end, ça parle de jouer. C'est vraiment essayer d'avoir des rapports où on sait qu'on peut discuter de tout à tout moment et pouvoir s'entraider. Ça passe par tout ça. Et l'équipe, après, c'est sûr que les relations d'équipe, ça se travaille, je pense, au quotidien. Et ça arrive aussi, typiquement, je parlais tout à l'heure du travail en remote où sur Slack, parfois, les messages peuvent être interprétés de façon différente par rapport au ton, l'intonation que la personne voudrait lui donner. Et là, ça devient peut-être plus compliqué. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument désamorcer au plus vite aussi. Parce que surtout en remote, je trouve que les choses peuvent s'envenimer très vite et voilà, discuter, communiquer. Est-ce que c'est pas hyper québécois comme façon de travailler, ça? Probablement. Parce que j'avais l'impression que les Québécois, si on était français, il fallait vraiment résoudre le problème avant de se coucher, quoi. Tu vois? Mais je suis un peu aussi comme ça, j'ai du mal à dormir quand il y a une tension ou quelque chose ne va pas. Donc ça me va très bien. Typiquement, oui. C'est vrai que quand il y a un problème, j'ai vu plusieurs choses. Soit on l'étouffe et on l'oublie, et de toute façon c'est que le travail, donc c'est pas grave. Ouais. Soit effectivement on va chercher à le désamorcer, à discuter, à communiquer, mais toujours de façon bienfaisante, de façon saine, de façon gentille, et en général ça passe bien. Il n'y a pas de rapport de force comme j'ai pu trouver dans d'autres travails où vraiment on va chercher à apaiser les tensions absolument, en fait, plus dans les entreprises quand même. Ouais, les Québécois, ils évitent vraiment beaucoup le conflit quand même, non? Oui. Et des fois c'est bien. Des fois c'est moins bien. Moi, après il y a beaucoup de Français dans ma boîte, donc ça m'avait traumatisé quand j'étais au Québec, vraiment, genre juste je m'intéressais à la politique, parce que j'aime bien la politique de manière donc je voulais discuter avec la personne dans le bus avec moi. Ah, t'es québécois. Il avait bien, moi, celui qui avait breaké et tout, tu vois. Il dit, explique-moi, parce que j'ai vu qu'il y avait des affiches de campagne électorale, explique-moi c'est quoi les partis au Québec et tout. Il fait, non, je peux pas en parler et tout. Et il a arrêté de me parler, il m'a plus parlé du trajet. Oui, mais c'est vraiment ça, il cherche à éviter les conflits aussi.
Ouais. Vraiment. C'est tous les sujets à conflit. Ben, on parle pas politique non plus au boulot, hein, pour être honnête. Mais de toute façon, je suis plus capable aujourd'hui de suivre la politique au Québec. Et puis, non, c'est vrai, c'est clair, c'est des sujets qu'on évite complètement. Et je pense que c'est des sujets que même les familles au Québec évitent. J'ai jamais parlé politique avec qui que ce soit au Québec. Mais oui, c'est pareil pour le boulot au final. Mais voilà, on parle pas de politique, on parle pas de sujets qui risquent de fâcher. Et puis, si on voit quelque chose. Voilà, s'il y a une tension liée au boulot qui arrive, parce que ça arrive, hein, que ce soit pas que de la politique aussi, les tensions, ça peut être des choses qui se passent au boulot, sur des choses qu'on puisse se dire, il y a tout un process, on va essayer de communiquer, discuter, et voir. Parce qu'en fait, il y a pas de mauvaises intentions dans quoi que ce soit qui puisse se passer, et vraiment chercher à désamorcer tout ça le plus vite possible pour éviter que ça aille plus loin. Ok. Écoute, c'est du très bon rhum. Un rhum à base de désamorçage. Ouais. C'est du rhum à la poudre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ingrédient dans ce gâteau? Il y a de la farine. C'est quoi la farine du bonheur dans l'IT? C'est ce qui va donner de la consistance. Et du coup, on a parlé de passion, on a parlé d'équipe. Je pense que ça va être... Ok, là c'est vraiment personnel pour le coup, mais c'est complètement ta recette. C'est le gâteau à la passion de Amélie Bonheur. Gâteau au rhum passion. Et pour moi, ce serait le challenge. Et ça va un peu avec la passion, mais c'est-à-dire que si j'ai cette sensation de faire la même chose tous les jours, je vais m'ennuyer. S'il n'y a pas des nouveaux challenges, des nouvelles choses à apprendre, que ce soit sur le business, que ce soit sur la technique, si je reste dans ma zone de confort, à la fin, c'est quelque chose, je vais personnellement m'ennuyer. Et du coup, avoir des challenges au fur et à mesure, typiquement, hein, les conférences en font clairement partie. Me ramener des challenges, c'est quelque chose qui me permet d'avoir quelque chose de dense. C'est sûr que c'est hyper intense à la fin parce que je m'en rajoute toujours des tonnes, mais de me faire me lever en quotidien aussi, de me dire aujourd'hui je vais faire travailler sur telle chose, c'est nouveau, c'est génial, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre, mais ça va bien se passer et continuer comme ça à apprendre des choses. Est-ce que c'est du dépassement de soi au sens sportif? Oui, je pense. Tu fais du sport aussi ou pas? Oui. Oui. C'est quoi ton sport? Je faisais beaucoup je courais beaucoup. Ouais. J'ai un peu calmé là, mais j'ai fait un marathon l'an dernier par exemple. Donc ouais, c'est typiquement mon genre de... Ouais, j'ai un peu calmé, je fais juste des marathons avant, je faisais ultra trail. non, je pense que j'irai pas jusque là. Mais pas mal de marathons, je fais de la pelote basque, je fais de l'escalade, je fais du vélo. Donc oui, ça va avec. Quelle la pelote basque qu'on pouvait pas plus bordelais? Ouais, c'est basque en soi. C'est basque en soi. Ouais. C'est pas loin. En tout cas, on n'en fait pas à Strasbourg, quoi. Ah, je suis sûr qu'on pourrait trouver. Il y en a au Brésil. C'est moins populaire que le CrossFit. Ouais, je sais pas pourquoi. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau? Est-ce qu'on met des œufs au moins ou pas? Bien sûr. Ok, Ouais. les œufs du bonheur dans l'IT, c'est quoi? Ouais, c'est pas très vegan, mais du coup... C'est vrai que t'es vegan, tu me l'as dit avant. Non, je suis végétarienne. T'es végé? Ouais, donc les œufs encore c'est bon pour moi. Je dirais que ça serait peut-être... Les œufs, ça crée du liant, c'est ça? Ouais. Ça revient un peu encore une fois à ce que je disais avant, mais la bienfaisance, quoi. D'avoir quelque chose de bienveillant dans l'équipe. Aujourd'hui, je ne reviendrai pas dans une équipe où comme il y aurait une ambiance un peu vestiaire ou des blagues un peu décalées, là. Quelque chose d'égalitaire. La broculture. Ouais. Je pourrais plus jamais retourner là-dedans. Je ne cache pas que en revenant en France, j'ai eu la chance de pouvoir continuer avec mon entreprise, mais il y a eu ce moment où j'ai un peu stressé de me dire il va falloir que je retrouve un boulot en France. Ça fait 2 ans que je suis au Canada, ça va être dur de retrouver cette ambiance. Et c'est cette chose qui me rend bien au quotidien, où je sais que personne ne va me faire de remarques un peu déplacées, ou ne va faire des remarques déplacées à personne globalement, où chacun essaye d'inclure tout le monde au quotidien, où chacun partage par rapport à sa culture, à ses handicaps, à ses... voilà, ces cultures-là, je sais que j'aurais peut-être eu du mal à la retrouver en France. Et voilà, donc là, c'est vraiment être bienveillant les uns envers les autres et le partage de l'équipe. Ok. Est-ce qu'il faut un autre ingrédient, genre du sucre ou pas? Oui, sinon ça serait un peu fade. Ok, c'est quoi le sucre de l'IT du coup? Le sucre de bonheur de l'IT? Bonne question. Je dirais... Eh bien, je repartirais... ça va encore un peu avec ce que je dis auparavant, mais la veille technologique.
La veille tech. D'apprendre des choses. Et c'est génial, on est dans un écosystème qui évolue en permanence. Et c'est génial d'avoir cette opportunité d'apprendre tout le temps et d'avoir des choses qui changent. Et ok, on repose pas trop le cerveau, mais au final, c'est tellement vivant, quoi. On va être dans 10 ans et il va se passer tellement de choses là dans 10 ans et tout ce qu'on sait maintenant, ça sera complètement obsolète. Et ok, bon, ça fait peur. Hein. Ça se trouve, à un moment, on n'arrivera plus à suivre. On a sûrement connu des collègues qui avaient un peu du mal à se mettre sur les nouvelles techno. Et peut-être qu'on sera comme ça plus tard, mais je sais pas. C'est quelque chose, moi, qui me porte au quotidien. Est-ce qu'il y a un glaçage ou quelque chose de gourmand sur ce gâteau ? Ouais, un petit glaçage, c'est pas mal. Hein. Ok, c'est quoi le glaçage du bonheur d'Henriette ? Je réfléchis. Excuse-moi, je réfléchis encore. On a le temps. Le glaçage, c'est la gourmandise. Tu vois, on en a pas besoin, mais en même temps, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, quoi. Attends, on se lève pour le gâteau le matin ? Ouais. Il y a déjà plein de choses qui font que je me lève dans tout ce que j'ai cité. Ouais, c'est sûr qu'on se lève pour un gâteau au rhum le matin. C'est un baba. Ok, non, mais en fait, c'est hyper personnel, mais la carrière, en fait, et de pouvoir aller quelque part. Je suis contente aujourd'hui d'être senior développeur. Je sais que ça va pas être mon terminus non plus. Et je sais que, j'ai mes managers qui m'encouragent beaucoup à évoluer, à apprendre tant sur le plan technique que le plan humain, soft skill, pour aller justement m'orienter vers la suite de ma carrière, qui décide à 100%. Et voilà, d'avoir aussi cette chance de pouvoir continuer à évoluer. C'était pas forcément le cas avant, quand j'avais commencé ma carrière. Quand on était développeur, à la fin, on finissait chef de projet, quoi, ou manager. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a énormément de métiers qui s'ouvrent et qui nous permettent, voilà, d'aller emprunter d'autres chemins, d'autres carrières. Et je trouve que c'est hyper intéressant. On peut aussi commencer un chemin et aller sur un autre. Il n'y a pas une voie. Et en tout cas, d'avoir cette possibilité aussi là d'évoluer dans un sens, c'est super motivant pour moi. C'est ça, avoir un projet de carrière, c'est se sentir soutenu dans son projet, avoir une étape d'après. En fait, c'est même... Il y a beaucoup de gens qui ont une frustration parce qu'ils se sentent bloqués dans leur carrière. C'est presque ça le sujet, c'est quand il y a l'absence de cette frustration d'être bloqué qui est importante, quoi. Oui, clairement. Et puis, encore une fois, avec des personnes ouvertes, je pourrais leur dire demain que je vais être DevRel. Enfin, il n'y en a pas dans ma boîte, clairement, on est une start-up, mais clairement, c'est quelque chose qu'ils seraient même ouverts à discuter et à m'orienter vers ça. Vous n'avez pas d'API Vous n'avez pas des gens qui vous intègrent en marque blanche On commence. C'est en cours. C'est en cours, ouais, ça pourrait être le truc, quoi. Ça pourrait, enfin voilà, mais il y a énormément de possibilités. En plus, c'est une start-up, donc il y a la possibilité de faire à peu près tout, n'importe quoi. Mais voilà, je sais que voilà, je peux évoluer. Je suis encouragée dans ce sens-là, je suis accompagnée et c'est très précieux. Ok, tout, cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser ou est-ce que tu as une tribune pour l'ensemble des gens qui écoutent le podcast ? Pas spécialement. Je sais que cette année, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui va être conférence. Donc, en tant que speaker, n'hésitez pas à vous lancer. Il y a plein de gens pour vous aider à préparer vos sujets et à les relire, à vous aider, à vous entraîner. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a la possibilité de faire énormément de choses. Et voilà, si jamais ça vous intéresse aussi d'aller voir une conférence, comment ça se passe derrière, vous pouvez aussi aller voir des meet-up. Vous pouvez aussi participer en tant que ce que j'ai fait cette année en tant que organisateur de meet-up ou bien aller aider à organiser des conférences carrément. Il y a énormément de choses qui se passent dans l'écosystème. On est post-Covid, on a vraiment envie de revoir des gens, on a envie de participer à tout ça. C'est passionnant, ça fait rencontrer énormément de monde. Et franchement, allez-y. C'est cool, merci beaucoup. Et merci beaucoup aux gens qui ont écouté le podcast. Encore une fois, il faut participer à l'enquête. Il reste plus qu'un épisode après celui-ci. Et j'ai passé un super moment. Merci beaucoup, Amélie. Mais merci à toi, c'était excellent. Super chouette.